représentation diplomatique de la Côte d'Ivoire en France. Il aura l'occasion tout à l'heure de vous en donner plus de détails dans quelques instants. Monsieur le Président, Monsieur l'ambassadeur, Madame la vice-présidente, Monsieur le secrétaire, ainsi sont réunis dans cette salle aujourd'hui les Ivoiriens de la diaspora et les représentants des partis politiques ivoiriens en France, dont la liste nous sera lue dans quelques instants. Je laisse la parole à Monsieur l'ambassadeur pour son mot de bienvenue. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Merci, monsieur le modérateur. Monsieur le président de la CEI, vous êtes très modérateur PDCI. Maurice Karoubikawe, c'est mon frère jumeau, donc il n'y a pas de problème. Monsieur le président de la CEI, madame la vice-présidente, monsieur le secrétaire permanent, monsieur l'ambassadeur, premier conseiller de l'ambassade, mesdames et messieurs les ministres conseillers, chers présidents des fêtières de la diaspora, ici rassemblés, mesdames et messieurs les commissaires de la CERD, chers frères et sœurs de la diaspora ivoirienne en France, je veux vous saluer pour votre présence nombreuse et massive à l'invitation de la CEI, dont le président, M. Couibert Koulibaly, conduit une forte délégation de son institution. Ainsi que l'a annoncé M. le modérateur, il est dans la tradition de la CEI de nous faire des visites à l'occasion de la révision de la liste électorale. Nous accueillons donc avec beaucoup de bonheur M. le président de la CEI, à qui nous disons Akwaba, à lui-même et à sa délégation. Nous souhaitons que cette rencontre d'information et d'échange soit fructueuse et que nos compatriotes puissent être amplement informés sur le processus en cours qui devra aboutir aux élections des années à venir. Akwaba, bonne arrivée. Et Monsieur le Président, je vous laisse la place et toute la place et vos compatriotes sont là pour vous écouter. Je vous remercie. Comme vient de l'indiquer Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Président, Monsieur Ibrahim Koulibaly, vous avez la parole. Sans vous contrarier, je voudrais aller au plus vite. Oui. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame la première vice-présidente, Madame la troisième vice-présidente, Madame Salimata Porquet, membre de la commission électorale indépendante, Monsieur Doumbia Soumaïla, ici présent, membre de la commission électorale indépendante exerçant la fonction de secrétaire permanent adjoint, Monsieur le premier conseiller, Mesdames et Messieurs membres de l'ambassade de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les membres de la commission électorale dans la représentation diplomatique de la France, chers collègues, Mesdames et Messieurs, honorables compatriotes, je suis très heureux d'être dans votre entre cet après-midi parce que je suis porteur de bonnes nouvelles.
Alors, il n'y a pas bonne nouvelle que celle qui se trouve prescrite par la loi, c'est-à-dire les dispositions qui encadrent l'élection. Donc c'est pas une bonne nouvelle. Et par principe, l'élection étant porteuse de paix, sauf avis contraire de votre part, ce qui n'est pas le cas, étant donc porteur de l'élection, je suis donc porteur de bonnes nouvelles. Mesdames et messieurs, je suis devant vous cet après-midi ou ce soir pour parler de l'élection. Donc ce soir, dois-je vous parler de l'élection en tant que telle ou donner le rapport qui justifie ma présence ici dans le cadre opérationnel de la révision de la liste électorale? Mais l'un n'exclut pas l'autre. Voyez-vous, la démocratie, se définit par principe comme étant le pouvoir appartenant au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. En principe. Le pouvoir appartient au peuple. À dessein, je le dis plus d'une fois, le peuple exerce le pouvoir de deux façons. Soit directement lui-même, en donnant des positions, en donnant des réponses à des questions qui lui sont posées par la voie du référendum, soit indirectement par ses représentants élus que sont le président de la République et les parlementaires. Le pouvoir appartenant donc au peuple, il exerce de deux façons, soit directement par la voie du référendum, soit indirectement par ses représentants élus que sont les parlementaires et le président de la République. Voilà donc la démocratie. Dans une république normale. Mais alors, que le pouvoir soit exercé par les représentants du peuple requiert de la part du peuple l'expression de son suffrage à l'endroit de celui qu'il aura choisi pour le représenter. Mais ceci n'est possible que lorsque il y a des électeurs, lorsque il y a des candidats. Il ne peut pas avoir d'élection s'il n'y a pas d'électeurs. Il ne peut pas avoir d'élection s'il n'y a pas de candidat. D'où la nécessité d'avoir des électeurs et la nécessité d'avoir des candidats. Mais alors, à quelles conditions on devient électeur? On devient électeur quand on est inscrit sur la liste électorale. Pour être inscrit sur la liste électorale, il faut nécessairement en remplir les conditions. Les conditions sont au nombre de 4. Pour être électeur, il faut être ivoirien. Il faut être ivoirien. Alors, pourquoi il faut être ivoirien? Parce qu'il y a un lien affectif entre le citoyen et la terre qu'il habite. C'est ce qui justifie. Il y a un auteur Alors, il est bon que je précise, s'il vous plaît, il est bon que je précise que pour appréhender la quintessence de ce que je dis, il faut garder un minimum de silence. Sinon, la bonne nouvelle dont je suis porteur va vous échapper. Donc je vous prie de bien vouloir garder le calme.
si j'ai fait 6000 km, c'est pour vous écouter. C'est pour échanger. On est d'accord. Donc, bien vouloir ne pas interférer dans le message, sinon vous n'allez pas l'appréhender. J'étais disant donc que la première condition, il fallait être ivoirien. Et c'est la condition affective pour être électeur. Parce que c'est le lien affectif que le citoyen a avec une terre. Partout où vous allez partir, vous ne pouvez pas être électeur si vous n'êtes pas national. Le citoyen, c'est l'habitant de la cité. Mais le national, en plus d'être l'habitant de la cité, il a un lien affectif, il a une histoire avec la terre. C'est pour cette raison que l'élection n'est pas ouverte aux citoyens. Elle est ouverte aux national. Première condition. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous dire comment on devient ivoirien. Soit on l'est par la naissance, soit on l'est par la naturalisation, soit on l'est par le mariage. Mais par le passé, on l'a été par le droit du sol. Ceci étant dit, si vous êtes ivoirien, cela ne suffit pas. L'amour de votre pays ne suffit pas. Il faut que vous soyez à mesure de comprendre les enjeux politiques. Ce n'est pas la politique au sens politicien, mais la politique au sens de vie en communauté, de vie en société. Il faut que vous ayez cette aptitude. Voilà pourquoi le législateur requiert de la part du citoyen d'avoir 18 ans. Donc il faut avoir 18 ans. Et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, avoir 18 ans. Aux États-Unis, à 16 ans, vous pouvez être inscrit sur la liste électorale, mais ce n'est qu'à 18 ans que vous pouvez exercer votre droit civique. Alors, la Côte d'Ivoire dit qu'il faut, le législateur dit qu'il faut avoir 18 ans. Vous êtes ivoirien. Vous avez 18 ans. Mais il faut jouir de ces droits civils et politiques. C'est la troisième condition. C'est-à-dire, il faut incarner un minimum de moralité. C'est pour cette raison que celui dont la moralité est affectée de quelque manière que ce soit ne peut être sur la liste électorale. Parce que voter, c'est donner le pouvoir à quelqu'un qui mérite la confiance de celui qui lui donne le pouvoir. Voilà pourquoi il doit incarner un minimum de moralité. Ainsi donc, plusieurs situations peuvent affecter cette troisième condition, c'est-à-dire la déchéance des droits civils et politiques. Vous êtes déchu de vos droits civils et politiques si vous êtes condamné. Vous êtes déchu de vos droits civils et politiques si vous décédez. Si vous êtes condamné, cette déchéance est momentanée. Si vous êtes décédé, cette déchéance est définitive. Voilà les deux faits qui affectent la jouissance des droits civils et politiques, affectant la qualité d'électeur. La quatrième condition, si vous êtes ivoirien, vous avez 18 ans, vous jouissez de vos droits civils et politiques, il faut que vous soyez inscrit sur la liste électorale. Voilà la raison pour laquelle je suis là. Mesdames et messieurs, je suis là pour vous inviter à être des vrais citoyens, à vous inscrire sur la liste électorale. Vous savez, la particularité de la démocratie, c'est la responsabilité. Les uns et les autres ont l'impression que la démocratie, c'est la chose où on fait tout. Oui, peut-être, mais en toute responsabilité. On peut se battre pour avoir un droit, mais on ne se bat pas pour l'exercer. Personne ne va vous accompagner pour exercer un droit. On va vous accompagner pour avoir un droit. Je me bats pour avoir le droit du vote. Mais le jour du vote, si tu veux, tu vas voter. Si tu veux, tu ne vas pas voter. Alors, je suis venu vous apporter cette nouvelle. Comment pouvez-vous choisir celui que vous voulez si vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale? On a beau jeu de dire, oui, c'est ci, oui, c'est ça, inscrivez-vous sur la liste électorale. Je ne vous connais point.
Mais la seule chose que je connais en vous, c'est cette fibre qui nous unit. Cette fibre nationale qui nous unit. Mais si vous ne venez pas vous inscrire sur la liste électorale, quel est le droit légitime que vous avez à critiquer? Quel est le droit légitime que vous avez à revendiquer si vous n'êtes même pas parti au contentieux électoral? Oui, je vous ai voté. Je vous ai donné ma voix parce que votre programme que vous m'avez offert semblait être pertinent. Voilà pourquoi je vous ai voté. Mais en lieu et place de la pertinence de votre programme, vous m'avez vendu du vent. Mais la démocratie dit quoi? Comme il vous a vendu du vent, il a 5 ans, il a un mandat. À la fin de ce mandat, au terme de ce mandat, je lui fais savoir mon mécontentement. C'est-à-dire, je ne lui accorde plus la voix. Voilà la démocratie. Mais tout ceci n'est possible que lorsque vous venez vous inscrire sur la liste électorale. Quand je dis je suis porteur de bonnes nouvelles, mais je suis porteur de la faculté qui vous permet de choisir ou de ne pas choisir. Bon nombre d'entre nos concitoyens parlent et pourtant ils ne sont pas sur la liste électorale. Vous savez, par le passé, le droit de vote était subordonné à la satisfaction de certaines conditions. On appelait cela le suffrage capacitaire. C'est-à-dire que pour être électeur, il fallait que vous montriez la compréhension et la connaissance effective des règles de fonctionnement de la société. On vous faisait passer un test par le passé. Je parle des pays où la démocratie était le paragon, c'est-à-dire la démocratie était la règle de vie de tous les jours. Ou encore, la qualité d'électeur était obtenue à la suite du poids de votre bourse. Ça s'appelait le suffrage censitaire. C'est-à-dire, le sens, c'était l'impôt. Le sens, ça s'appelait l'impôt. Ça s'écrit C-E-N-S. Vous payez l'impôt à un certain niveau, on vous donne la qualité d'électeur. De sorte que le citoyen qui était désargenté, qui n'avait pas d'argent donc, ne pouvait pas prétendre à l'élection. Mais aujourd'hui, les règles ont changé. Aujourd'hui, le suffrage, il est universel. Mais n'empêche que la qualité d'électeur soit subordonnée quand même à un minimum de conditions. Être ivoirien, être le national du pays dont on revendique la gestion. Avoir 18 ans pour justifier la capacité de comprendre ce que vous faites. Et incarner les valeurs, les principes de base de la communauté, c'est-à-dire jouir de ses droits civils et politiques, et venir s'inscrire sur la liste électorale. Voilà les 4 conditions. Alors, en principe, je m'attendais à être reçu comme un roi. Pas parce que j'ai la prétention d'être un roi, mais parce que je suis porteur d'une bonne nouvelle. Comment je fais pour enlever celui qui est au pouvoir si je ne suis pas inscrit sur la liste électorale? Donc pour moi, celui qui vient vous donner la solution à votre cauchemar ou à votre bien-être, parce que c'est selon. C'est selon. Vous savez, je vais vous raconter cette anecdote. J'avais un oncle qui n'était même pas planteur. Il se débrouillait, il faisait des vergers et il vendait des oranges. Et il avait eu un contrat avec un restaurant à Abidjan. Et lui, ça faisait son affaire. Et un jour, je l'appelle, je lui dis, mais ça sauce Abidjan ici, c'est comment chez toi? Il dit, non, hein, moi je ne suis pas dans votre affaire d'Abidjan. L'élection là, vous voulez vous faire, si vous voulez, vous ne le faites pas, ça ne me dérange pas. Il dit, tu penses? Il dit, oui, mais je vais quoi avec vous? Et puis, malheureusement pour nous, la crise éclate. On nous fait savoir que les Libériens auraient infesté nos forêts. Lieu où lui partait couper ses oranges.
Alors, un soir, je l'appelle pour savoir comment il allait. Il était très malade. Pas parce qu'il était malade, mais le moral affecté. Il dit, j'aurais fait mon champ pour les oiseaux et les singes. Il dit, pourquoi? Il dit, mais parce que je ne peux même plus mettre les pieds au champ. Et pouvez-vous habiller là-bas pour nettoyer nos différentes forêts pour qu'on puisse y aller pour couper nos oranges. Et je vais lui rappeler que donc, ce qui se passe à Abidjan peut avoir des impacts au village. C'est son programme. Le programme du candidat est celui qui est le plus important. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. L'élection n'a pas d'autre objet que le programme du candidat et la possibilité à la population d'apprécier ce programme. Parce que ce qui fonde la voix du citoyen, c'est la pertinence du programme. Je ne vous donne pas ma voix si je ne sais pas ce que vous allez en faire. Parce que ma voix est un élément du pouvoir que vous allez exercer. Donc il est bon que moi, je sache qu'est-ce que vous me proposez en retour. En droit, on appelle ça un contraste nalagmatique. Le contraste nalagmatique, je veux vous expliquer simplement. Le contraste nalagmatique, c'est ce qu'on appelle de façon triviale donnant-donnant. Voilà. Donc je le dis parce que à travers les propos, il faut que ça soit aussi instructif. Donc, je vous donne ma voix, en contrepartie, tu me donnes le bonheur. Mais, voyez-vous, la loi portant création des partis politiques prescrit en son article 9 que le parti politique, le statut du parti politique doit comprendre le programme de ce parti politique. Parce que c'est le programme qui est le lien de jointure entre le citoyen et le candidat. Mais généralement, et c'est parce qu'on suit le programme qu'il n'y a pas de guerre. Mais quand on ne suit pas le programme et qu'on suit l'homme, la guerre. Voilà pourquoi je vous ai dit, je préfère parler de cette condition qui est fondamentale pour moi. Parce que le programme n'est pas lié à l'ethnie. Le programme est lié au bonheur de chacun. Alors je viens. Candidat que je suis, pour l'instant, je vous dis ceci. Mesdames et messieurs, vous qui êtes dans la salle, vous qui aviez eu la chance de vous inscrire sur la liste électorale, donc électeur, je viens me vendre. Je viens vous porter mon programme. Vous avez besoin d'eau. Je vais vous donner de l'eau. Vous avez besoin de riz. Je vais vous donner le riz. Mais alors, la pertinence viendra de ce que l'électeur, à l'occasion de la campagne, voilà pourquoi la campagne est une condition essentielle dans l'élection. Parce que la campagne est l'occasion donnée au candidat de présenter à la population son programme pertinent et à la population d'apprécier la pertinence de ce programme. Alors, si on ne met pas la campagne dans l'élection, ça force la sincérité du scrutin. Voilà pourquoi c'est une condition sans quoi l'élection n'est pas démocratique. Alors, quand je vous ai dit ce que je vous ai dit, offrir de l'eau à ceux de la droite, du riz à ceux de la gauche, la première question qu'on va me poser, comment vous allez vous y prendre? C'est cet échange qui constitue le fondement du choix que je vais faire. Ouh, monsieur, moi j'ai besoin d'eau, je n'ai pas besoin de riz. Mais il me séduit. Sauf que quand il parle de son programme d'eau, ce n'est pas de l'eau potable. Il parle de son programme de riz, mais ce n'est même pas de riz que nous allons consommer ici, ce n'est pas de riz que nous allons cultiver. Le riz vient d'ailleurs. Et ce sont ces critiques-là qui constituent, qui vont fonder votre choix. Ce qu'il dit me plaît. Ce qu'il dit ne me plaît pas. C'est votre choix. Mais il faut fonder votre choix sur le programme. Demandez aux candidats le programme. Quels sont vos programmes? Et puis cultivons-nous. La démocratie, je le répète,
a pour cela la responsabilité. Parce que si vous avez choisi, vous ne pouvez pas faire autrement que d'attendre le terme du mandat pour éjecter celui qui n'a pas satisfait aux différentes promesses. Donc voilà pourquoi il est bon que vous compreniez vous-même l'intérêt d'apprécier le programme des uns et des autres. Mesdames et messieurs, voilà donc l'électeur, voilà le candidat. Mais alors, à travers une procédure, l'élection va avoir lieu. Mais quelle est cette procédure? D'abord, l'élection se passe sur un territoire. Le territoire s'appelle la circonscription. La circonscription se définit comme étant le découpage du territoire d'un territoire en circonscription électorale en vue d'y exercer l'élection. Voilà la circonscription. Et donc, l'intérêt de la circonscription vient de deux éléments. D'abord, la détermination, l'attachement de l'électeur à un territoire, et ensuite, la grandeur de cette circonscription va permettre de déterminer le nombre de sièges en fonction de la population qui y vit. Donc, le lieu d'exercice de l'élection, c'est le territoire, c'est la circonscription électorale. Alors, qui découpe? Mais nous faisons une proposition. Il y a 3 critères qui commandent au découpage des circonscriptions. Nous proposons au gouvernement. Le premier critère, c'est la densité, c'est la population. La population. Alors, la population permet de déterminer le territoire. On dira, par exemple, s'il y a 1000 personnes ici, on en fait... Il y a le critère économique, il y a le critère de la distance, il y a beaucoup d'autres critères. Je n'ai pas envie de vous emballer avec ces choses. Mais retenez tout simplement que la CEI fait objectivement des propositions au gouvernement et le gouvernement les entérine. Alors le découpage a toujours existé en Côte d'Ivoire. Depuis Houphouët-Boigny jusqu'à l'actuel président, en passant par le président Bédié, le président Gbagbo et puis le président Alassane. Non, lui, il n'a pas fait de découpage. Voilà. Je n'ai pas dit quels sont ceux qui ont exercé les fonctions de président. Voilà. Mais asseyez-vous. Vous êtes des gardiens ou quoi? Alors, je reprends. Je n'ai pas dit quels sont ceux qui ont exercé les fonctions de président. Je parle du découpage administratif. Voilà. Alors, après, nous avons le lieu où l'élection a lieu. C'est-à-dire, les circonscriptions, comment on appelle ça? Les circonscriptions, on en a parlé. Mais maintenant, c'est les lieux de vote. Les lieux de vote sont fonction également de la densité, de la distance. Parce que l'objectif premier, c'est de rapprocher l'élection du citoyen. Donc, on fait les lieux de vote plus proches de la population, en tenant compte de la population, en tenant compte des distances, en tenant compte, bien sûr, de plusieurs autres critères. Mais alors, quand on a vu où l'élection s'exerce, comment on fait l'élection? Alors, l'élection se déroule de la façon suivante. Dans un bureau de vote, les animateurs du bureau de vote sont désignés par le préfet. Ce sont les fonctionnaires, tout citoyen, bien s'inscrit et on met son nom. Ce sont généralement les plus nombreux, les fonctionnaires de la circonscription. On prend leur nom, on les forme et ce sont eux qui vont être dispatchés sur toute l'étendue de la circonscription pour assurer le vote. Il y en a 3. Il y a un président et il y a 2 assesseurs. Pour l'occasion, je suis le lecteur. J'arrive. La première chose, il faut que je sois détenteur du titre qui me confère la qualité d'électeur, c'est-à-dire la carte d'électeur. Et je n'ai la carte d'électeur que lorsque je suis venu m'inscrire. Je reviens encore là-dessus. Il faut vous inscrire pour avoir la carte d'électeur. La carte d'identité seule ne suffit pas parce que tous les Ivoiriens ne sont pas des électeurs. Voilà pourquoi il faut avoir 18 ans et il faut jouir de ses droits civils et politiques.
Si vous êtes ivoirien, que vous ne jouissez pas de vos droits civils et politiques, vous ne pouvez pas prétendre à la qualité d'électeur. Et donc, je viens avec ma carte d'électeur. Mais si je ne l'ai pas, comme l'enrôlement va se faire sur la base des deux critères, le critère alphanumérique, quand vous venez vous faire enrôler, on prend nom, prénom, nom du père, nom de la mère, sexe, ça veut dire genre, profession, domicile, etc. Et ensuite, il y aura le critère biométrique. On va prendre votre photo ainsi que vos empreintes digitales. C'est cet ensemble qui va constituer vos données. Donc, si vous n'avez pas de carte d'électeur, vous pouvez être détenteur de la carte d'identité. Et vous venez avec votre carte d'identité. Et quand vous venez, il s'agit tout simplement de vérifier si vous êtes électeur. Je n'ai pas dit que vous pouvez voter avec la carte d'identité parce que vous empêchez de voter, de vous inscrire sur la liste électorale. La carte d'identité, le jour du vote, permet de vous identifier sur la liste électorale. Si vous avez la carte d'identité que vous n'êtes pas inscrit sur la liste électorale, vous ne pouvez pas voter. Parce que la carte d'invitation, c'est la carte d'électeur. Le dîner électoral n'est servi qu'aux électeurs. Alors, vous venez avec votre carte d'identité, on regarde. Et il arrive qu'avec votre doigt, on vous identifie. C'est la première chose. Puisque, à l'enrôlement, vous avez été enrôlé sur deux bases. L'alphanumérique. On va se calmer et tout va aller pour le mieux. Moi, je suis heureux de voir la détermination, le dévouement et l'intérêt que la matière électorale constitue pour vous. Alors, on va transvaser le contenu de l'une sur la table. L'intérêt de parler de cela vient de ce que il se peut faire que le contenu soit supérieur au nombre d'émargements. Ça arrive. Voilà. Quand le contenu est supérieur au nombre d'émargements, automatiquement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la règle électorale, qui est le standard international, vous enlevez le surplus sans ouvrir les bulletins. Vous tirez au sort. Vous tirez. Les bulletins tirés au sort sont annulés. Voilà. Sans connaître le contenu du bulletin, vous les retirez. Alors, donc, quand vous finissez, alors j'ai cru que l'objectif était vraiment de rentrer dans les détails. Les détails semblent contrarier plus d'un, donc nous allons faire l'économie des détails. Alors, ceci étant dit, s'il vous plaît, donnez-moi le code électoral. Madame, vous qui avez dit que ce n'est pas ça, s'il vous plaît, donnez-lui le code électoral. Après, donnez-lui. Et après, vous allez lire. Voilà. S'il vous plaît, vous lui donnez. C'est normal. Elle peut ne pas savoir. C'est normal. Vous lui donnez le code électoral. Et on continue. Je viens, madame. D'accord, merci beaucoup. Alors, je continue. On continue, s'il vous plaît. Voilà. Allez, je continue. S'il vous plaît, la diaspora ivoirienne. On a attendu ce moment-là depuis pas mal de temps. Et aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir le président. Donc, c'est une chance pour nous.
parce que tout à l'heure, il y aura également des échanges. Donc, laissez, s'il vous plaît, le président finir son intervention et puis après, vous poser des questions. S'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Alors, ceci étant dit, je vais donc clore mes propos. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Pour moi, quand on vient dans une démocratie comme ici, on explique les choses et on partage les idées. Donc, je ne m'attendais pas à ce que je ne puisse parler. Mais c'est ça aussi la vie. Nous allons continuer quand même. Alors, lorsque vous avez fini, il est bon de préciser que dans le bureau de vote, les candidats sont représentés. Tous les candidats ont le droit de se faire représenter. Tous les candidats ont le devoir d'avoir la liste électorale à leurs frais. Chaque candidat a le droit d'avoir la liste électorale qu'on appelle la liste d'émargement à ses frais. Il écrit et on lui met la liste électorale à disposition. De sorte que dans la team, on vient d'écouter la sortie de Coulibaly Kubier. Et cette sortie de Coulibaly Kubier fait suite, moi je dirais, à la sortie de Souleymane Babo Koné. Vous voyez, Souleymane Babo Koné a parlé fort. Pour ceux qui ont vu la vidéo, la première vidéo que j'ai postée aujourd'hui, vous avez pu remarquer que Souleymane Babo Koné a pris le micro et il a parlé fort. Les questions étaient simples. Coulibaly Kubier est-il aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire clairement aujourd'hui que Coulibaly Kubier travaille pour la CEI ou travaille pour le RHDP? L'élection présidentielle qui arrive, quelle est véritablement l'attente des Ivoiriens? Et il faut le dire qu'aujourd'hui avec Coulibaly Kubier, les Ivoiriens ont plus peur quand les élections arrivent. Et nous avons pu remarquer un échange électrique hier entre Souleymane Babo Koné et le président de la CEI, M. Kubier Coulibaly. Et nous avons vu en Souleymane Babo Koné ici un digne militant du PPAC. Il a porté le flambeau bleu du PPAC. Et il a dit les baies à Coulibaly Kubier. On a voulu l'empêcher de parler, mais il a tenu son discours jusqu'à la fin. La CEI aujourd'hui n'est pas crédible. La CEI aujourd'hui n'est pas digne. La CEI aujourd'hui n'est pas indépendante. Elle est partisane. Parce que vous savez déjà que Coulibaly Kubier, qui est le président de la CEI, il est dans tous les endroits avec Alassane Ouattara. Partout où Alassane Ouattara a une cérémonie, c'est toujours l'invité d'honneur. Il est toujours là présent partout. Et aujourd'hui, il ne travaille pas pour faire, c'est-à-dire pour organiser les élections crédibles. Non, il travaille aujourd'hui pour organiser les élections qui ne sont pas crédibles. Monsieur Ouattara, nous savons très bien, est aujourd'hui en train de verser des grosses sommes d'argent à certains partis politiques pour aujourd'hui les conforter dans ce qui va se passer en 2025. En fait, vous voyez tous les partis politiques qui sont dans le groupement de Simon Yves Babo. Ce sont des partis politiques qui ont décidé d'aller à une élection qui n'est pas inclusive. Oui, ces gens veulent aller à une élection qui est exclusive, où certains candidats politiques seront exclus. Et c'est là le vrai problème. On ne peut pas aller dans une élection où les candidats seront exclus et vous êtes contents. Vous savez très bien que Babo, Soro et même Blé Goudé ont besoin de participer aux élections en Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas dans la liste électorale. Au lieu de faire une concertation, un véritable combat pour que tout le monde puisse avoir sa place, pour que tout le monde puisse participer, pour que les élections puissent être inclusives, voici un groupe qui est en train de se former parce qu'ils n'ont pas envie de mener un combat qui obligera Alassane Ouattara d'organiser les élections inclusives pour que tout le monde participe. Et eux, ils voient en Laurent Gbagbo un adversaire. Et pourtant, ils devaient voir en Laurent Gbagbo un allié avec qui l'opposition doit marcher pour qu'enfin, l'élection qui soit organisée puisse voir tous les candidats participer, au moins qu'ils gagnent et qu'ensemble, ils puissent faire quelque chose de bon en Côte d'Ivoire. Au travers même d'un programme politique, pourquoi pas? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils veulent mettre un groupe à côté et laisser l'autre groupe de l'autre côté. En réalité, ils veulent mettre un groupe de l'autre côté. Et quel groupe ils veulent mettre de l'autre côté? Le groupe qu'ils ont envie de mettre de l'autre côté, c'est le groupe où il y a des personnes qui ne sont pas dans la liste électorale. Et c'est là où il y a le vrai problème. Mais tout peut se jouer. Et Pascal Affi-N'Guessan devient de plus en plus sage. Parce que je vois le jeu de Pascal Affi-N'Guessan. Je suis clairement en train de voir le jeu de Pascal Affi-N'Guessan. Je vois où il va et je trouve qu'il devient de plus en plus sage. Qu'est-ce que je trouve dans le jeu de Pascal Affi-N'Guessan? Aujourd'hui, Pascal Affi-N'Guessan pense quoi? Il se dit, si je vais dans le groupement du président Laurent Gbagbo, il y a là-bas Soro Guillaume, il y a là-bas Laurent Gbagbo, il y a moi. Mais si ces deux-là ne sont pas sur les listes électorales et qu'à un moment donné, ils veulent quand même qu'on aille aux élections, mais ils peuvent me faire la Sonko. Ils peuvent dire, on pousse
afin ça, à la mode Sanko. Mais, parce qu'à la fin de ça, faut pas rêver, les choses ne vont pas se passer comme ça. Nous voulons une alliance, mais une alliance empreinte d'honnêteté. Parce que nous voulons d'une CEI reformée. Nous avons besoin d'un audit de la CEI. Nous avons besoin des élections transparentes. Nous avons besoin des élections inclusives. Si ceci n'est pas garanti, il n'y aura pas d'élection. Et ce n'est pas un débat. La team, vous venez d'écouter Koulibaly Kubia. Dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.